Voici un exercice de chimie, puisqu'on peut entrevoir la notion de cobalt. Cobalt qui est de la matière, c'est de la matière, voilà, l'atome de cobalt est un élément monoisotopique, c'est-à-dire qu'il possède qu'un seul isotope. Un élément, c'est-à-dire c'est un élément du tableau de Mendeleïev qui sont organisés par ordre des Z croissants dans le tableau de Mendeleïev, et il y a plus ou moins 118 éléments dans le tableau de Mendeleïev. Voilà, donc en fait un élément, il possède un élément, un numéro Z bien précis. Chaque élément possède un élément Z bien précis. Ne pas confondre éléments et nucléides. Nucléides, ce sont les éléments avec leurs isotopes. Donc c'est normal que les nucléides, on va voir plus de 300 nucléides naturels et plus de 1000 artificiels. Voilà, donc on a plus de nucléides que d'éléments qu'on retrouve dans le tableau de Mendeleïev. C'est tout à fait normal parce qu'un élément possède un Z bien précis. C'est un élément du tableau périodique. Alors que les isotopes, bon, on peut avoir, par exemple, si je prends l'hydrogène, on peut avoir le protérium, le deutérium et le tritium. Voilà. Hein. C'est trois isotopes de l'hydrogène. Voilà, donc le cobalt est un élément monoisotopique, c'est-à-dire qu'il possède qu'un seul isotope, dont la masse atomique a été mesurée à 58,9332. Voilà. Et le cuivre naturel est lui constitué de deux isotopes. Voilà, le cuivre c'est deux isotopes, le cobalt c'est qu'un seul isotope. À partir des données du graphe, je ne sais pas si on voit, à partir des données du graphe, schématisant les traces de trois nucléides, bien sûr au spectrographe de Thomson, qui est un ancien spectrographe. Maintenant on a des spectrographes plus modernes, mais ils sont basés malgré tout, ils sont plus précis que que le spectromètre de Thomson maintenant, mais ils gardent toujours c'est la même façon de faire, mais avec plus de précision bien sûr. On va dire que le spectrographe de Thomson est un ancien spectro, alors que maintenant il y a des plus modernes, c'est ça, on va dire ça comme ça. Voilà, donc ici on a affaire à quoi? À du cobalt et du cuivre. Le cobalt est monoisotopique, et monoisotopique, mais on connaît sa masse qui est de 53,9332. Voilà la masse du cobalt. Et que le cuivre naturel est constitué de deux isotopes. Et à partir du graphe, schématisant les traces de trois nucléides, bien sûr les traces, ce sont les impressions voilà, des impressions sur un écran qui reprennent les traces photographiques des différentes déviations, parce qu'on sait bien qu'il y a deux déviations dans le spectro, déviation horizontale et verticale. Et les deux donnent une déviation, si on associe simultanément les deux, on a une déviation, si vous voulez, parabolique, avec l'origine qui se trouve à l'extrême gauche. Donc on fait dévier dans un certain sens le champ, il y a deux champs, un champ magnétique, qui est, je veux dire, horizontal, de direction horizontale, et un champ électrique de direction verticale. Et les deux quand on les associe, donnent, je veux dire, une courbure parabolique. Et j'ai expliqué pourquoi. Il faut aller voir voilà, les vidéos que j'ai fait auparavant sur le spectrographe de Thomson. Voilà, et donc ici, on associe déterminer les masses des deux isotopes de cuivre. Alors, sachant que on associe au spectrographe de Thomson, on a une valeur qui fait, pour le cuivre, l'isotope 2, il y a l'isotope 1 et l'isotope 2. Il y en a un qui fait 1964 en déviation, bien sûr. Le 0 et 0 est ici. Voilà, on a une déviation en X et une déviation en Y. Bon, la déviation en Y, elle n'est pas donnée. Bon, c'est ça l'astuce de l'exercice ici, c'est comment faire pour trouver, je veux dire, les questions des masses, déterminer les masses des deux isotopes de cuivre. Donc, il faut trouver les masses à partir de ces données relatives reprises sur une plaque photographique qui est sensibilisée, je veux dire, où on voit une certaine impression due, je veux dire, aux deux champs. Aux deux champs, bien sûr, d'atomes qui ont été ionisés. Parce que ce sont des atomes ionisés qui viennent frapper, je veux dire, une plaque photographique. Et donc, normalement, on a bien sûr, je vous l'avais expliqué,
on a un champ de déviation électrique qui va représenter, si vous voulez, l'axe des Y. Hein. Là, c'est la déviation du champ électrique. On a deux plaques pour une déviation verticale et deux plaques pour une déviation horizontale, mais c'est pas des plaques, on va plus dire des pôles parce qu'en fait c'est un champ magnétique. Donc le X c'est une déviation magnétique et le Y une déviation électrique. Et les deux donnent bien sûr une courbure comme ceci. Voilà, une courbure comme ceci. Et donc on peut relever la déviation en X si vous voulez et la déviation en Y. On peut trouver la déviation d'un élément, puisque ça c'est un élément. Et c'est ce que vous voyez ici. Bien sûr, ici on ne voit que la branche, c'est qu'une branche qu'on voit ici. On ne voit qu'une branche. Voilà, il y a une échelle qui a été donnée, on est passé à 2000, parce que si on a 2061 ici, c'est que les X, la déviation est plus grande encore. Hein. Voilà. Par contre, on n'a pas la déviation en Y, par contre on a la déviation en X, pour le cuivre 2, cuivre 1 et cobalt. Donc, à partir de déviation, trouver des masses. Mais ça, je l'ai montré dans une vidéo précédente. Comment, à partir de déviation, trouver des masses relatives par rapport à une référence de masse qui est la masse ici du carbone. Il y a longtemps auparavant, on avait pris la masse d'hydrogène. On peut prendre des références de masse de ce que l'on veut. Mais dans l'histoire, il y a eu l'hydrogène, il y a eu d'autres composants qui ont permis d'être une référence. Dans ce cas-ci, je prends le 12e de la masse du carbone. Mais il fut un temps, il y avait la masse de l'atome d'hydrogène. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur la masse relative, concernant la masse relative par rapport à l'atome d'hydrogène. Voilà, ça j'ai fait une vidéo. Alors on peut prendre le 32e de la masse de la molécule d'oxygène. On peut prendre le 16e de la masse de l'isotope C8O. Voilà, etc. etc. Ben, on peut prendre, je veux dire, des échelles relatives par rapport à des références données. Mais ici, la référence de base, ici, c'est le 12e de la masse du carbone. Donc, en ayant des déviations de champs électriques et champs magnétiques, de deux atomes ionisés, eh bien, j'ai vu dans une vidéo qu'on pouvait trouver facilement les masses. Les masses, bien sûr, relatives. Voilà. Rappelez-vous, on avait on s'arrangeait pour un Y identique, on avait deux X différents. Et à partir de ceci, on avait une équation qui était Y égale AX carré, où on a Y sur X carré est égal à A. A, bien sûr, est un rapport de masse. Est un rapport de masse. Est un rapport de masse par rapport, bien sûr, par rapport au 12e de l'atome du carbone, parce que je prends comme référence le 12e de l'atome du carbone. Donc, en mesurant des déviations au spectrographe de masse, mais en mettant deux éléments ionisés, je peux mesurer sur une impression photographique la déviation et faire grâce à ces déviations en Y et en X. Attention qu'ici c'est carré de X, hein, c'est pas X, c'est carré de X, alors que là c'est Y. En faisant ce rapport Y sur X carré, mais je peux trouver le rapport des masses relatives. Bon, alors on va essayer de faire ça ici sur cette impression photographique où on ne voit qu'une partie de la parabole, bien sûr, on ne voit qu'une petite partie. Voilà. Alors, j'ai ici, qu'est-ce que c'est que ceci, 1964.4? Mais c'est le X. 1964.4, c'est le X1. 1995.2, ben c'est le X2. C'est le X du cuivre, ici c'est le X du cuivre 2, de l'isotope 2. Ça c'est le X du cuivre de l'isotope 1, et ça c'est le X du cobalt. Voilà. Donc on a 3 X donnés, mais on n'a pas le Y. Bon, on va déjà écrire une équation, dire avec ces fameux
Bien sûr, ils doivent tous avoir le même Y, hein, je vous ai expliqué pourquoi. Voilà, c'est justement comme ça qu'on trouve la masse relative. C'est en fixant pour un Y, eh ben, on va retrouver les X correspondant aux euh, différentes paraboles données sur les graphes, enfin sur la plaque photographique. On mesure, voilà, euh, pour un Y donné, on mesure les X, voilà, euh, de deux paraboles, mais ici il y a trois paraboles, puisqu'il y a du cobalt, du cuivre 1, cuivre 2. Et c'est ce que je vais faire. Donc j'aurai le Y du, pour autant que mon marqueur fonctionne, le Y du cobalt, ben, on sait bien que c'est euh, alpha cobalt fois X carré. Bien sûr, le X du cobalt. Hein. Alors, le Y du cuivre 2, je peux dire autant, c'est alpha du cuivre 2 fois le X carré du cuivre 2, d'isotope 2. Alors, le Y du cuivre de l'isotope 1, c'est alpha du cuivre de l'isotope 1 fois le X carré du cuivre de l'isotope 1. Voilà. On a déjà ceci. Mais, qu'est-ce qu'on a dans le graphique? Est-ce qu'on a le Y? J'ai dit que non. Ici, c'est une inconnue, le Y. Bon, généralement, dans un spectron, on le mesure. Hein. La déviation, là, si vous allez mesurer sur une échelle ici, le Y. Mais ici, c'est pas le cas, c'est l'exercice. Dans cet exercice-là, comme par hasard, il ne donne pas l'Y. Mais généralement, dans le spectron, on a l'Y. C'est un exercice comme un autre. Hein. Pourquoi pas on va chercher tous les éléments. Si on ne connaît pas l'Y, pourquoi pas? Ils ont fixé comme inconnu l'Y, pourquoi pas? Alors que dans un spectron, le XY, on l'a. Hein. Bon, alors, eh bien, le X du cobalt, le X du cuivre 1 et du cuivre 2, je les ai. Donc, le X du cobalt, c'est 261,9. Donc, ce sera alpha cobalt fois fois 2061,9 au carré. Alors, alpha cuivre 2, c'est 1964,4 au carré. Alpha cuivre 1 fois 1995,2 au carré. 1995,2 au carré. Voilà, on a déjà ceci. Alors, on a une donnée dans l'énoncé. Si on regarde l'énoncé, on connaît, bien sûr, on ne connaît pas l'Y. La déviation, on va dire verticale, on ne la connaît pas. Par contre, on a trois éléments, trois traces d'éléments au niveau de la plaque photographique impressionnée. Voilà. Mais on connaît aussi, ici, il nous donne quand même quelque chose d'important, parce que le cobalt est un élément monoisotopique dont la masse atomique a été mesurée à 58,9332. Tout d'abord, je vais vérifier dans la table de Mendeleïev si c'est bien ceci. 53,98,32. Alors le cobalt, il se trouve ici. Alors il fait 58,93,32 exact. La masse atomique du cobalt en unité de masse atomique vaut 58,93,32. C'est juste. Il n'y a rien à redire là-dessus. Donc je vais exploiter ceci pour trouver, je vais dire, tout le restant. C'est grâce à ça que je vais permettre de trouver le restant. Alors, qu'est-ce que c'est que cette masse atomique? Mais cette masse atomique, c'est la masse atomique relative. La masse atomique, c'est, si vous voulez, une unité de masse atomique relative qui se mesure. L'unité est le Dalton, anciennement, mais qui donne l'unité de masse atomique relative. Son unité, c'est l'unité de masse atomique, en UMA. En unité de masse atomique. Donc, l'unité de masse atomique relative, ben, son unité, c'est l'unité de masse atomique.
Alors, pourquoi dit-on relatif? Parce qu'on sait bien qu'on mesure par rapport au dixième de la masse de carbone. Donc c'est alpha carbone sur 12. Et bien sûr, ici, comme ça concerne l'unité de masse atomique du cobalt, unité de masse atomique relative du cobalt, mais c'est alpha cobalt sur alpha, C sur 12, qui vaut exactement, je viens de le voir, 58,9332. 58,9332. Voilà. Et c'est ça, cette unité de masse atomique, elle vaut 58,9332 unités de masse atomique. Bon, c'est tout petit, hein. On est au niveau de l'atome, hein. Voilà. Et donc, on mesure par rapport voilà, au carbone. Alors maintenant, bien sûr, divisé par 12 revient à multiplier par... Divisé par une fraction qui est en douzième, ça revient à multiplier par 12. Ça, je vous apprends rien. Ce sont les fractions. Voilà. Alors, ce qui me permet de trouver alpha cobalt sur alpha C. Alors, si je divise, faudrait que j'efface. Donc, ça, je vais effacer l'énoncé parce que vous savez voir, grâce à la magie de la vidéo, vous pouvez remonter en arrière pour voir l'énoncé. Donc, voilà. Je vais répéter l'énoncé pour que ce soit clair dans votre esprit. C'est que le cobalt est un élément monoatomique. Il a qu'un seul... Monoisotopique, je m'excuse. Le cobalt est un élément monoisotopique, c'est-à-dire qu'il possède qu'un seul isotope, dont la masse atomique a été mesurée à 58,9332. Effectivement, on se retrouve dans le tableau de Mendeleïev, et ça, c'est en unité de masse atomique. Alors, le cuivre naturel est constitué de deux isotopes. Bon, pourquoi ils disent ça? Parce qu'en fait, les masses atomiques dans le tableau de Mendeleïev sont calculées par rapport à la masse apparente du pourcentage du nombre du pourcentage des isotopes, du pourcentage d'existence de ces isotopes dans la nature. Donc c'est pour ça que quand on dit 2 pour le cuivre et 1 pour le monoisotopique du cobalt, ben, s'il n'y a qu'un seul isotope, ben, on va retrouver que la masse de de cet élément-là. Donc cet élément-là, sa masse, elle va être directement retranscrite dans le tableau de Mendeleïev, puisqu'il n'y a qu'un seul isotope. Par contre, quand il y a plusieurs isotopes, il faut faire un calcul du pourcentage d'existence de ces différents isotopes dans la nature. Supposons qu'il y en a un qui est à 98% existant dans la nature avec une masse bien précise, mais ce sera cette masse bien précise fois le pourcentage d'existence dans la nature, plus s'il y a un second isotope, ben, le restant du pourcentage de l'existence de l'autre isotope fois la masse de l'autre isotope. Et en faisant un calcul comme ça, on retrouve une masse apparente, parce qu'on tient compte des deux isotopes, de l'existence en pourcentage des deux isotopes. Voilà. Et donc, il faut calculer une masse apparente. Donc, ici, quand on dit qu'il y a deux isotopes pour le cuivre, ça ne se pose pas, le problème ne se pose pas pour le monoisotopique, l'élément cobalt monoisotopique, parce qu'il n'y a qu'un seul élément. Donc, je mets directement, si je mesure une masse pour le cobalt, je la retranscris directement dans le tableau de Mendeleïev. Par contre, le cuivre, il possède deux isotopes. Donc, lui, il faut tenir compte de l'existence de chacun des isotopes pour calculer la masse et la mettre dans le tableau de Mendeleïev. Voilà. À partir des données du graphe, schématisant les traces de trois nucléides, parce qu'on a le cobalt, le cuivre 1 et le cuivre 2, ben, la mesure se fera au spectre de Thomson. Voilà, c'est grâce à cet appareil, parce qu'il n'existe pas de balance de masse. Il faut faire une méthode par comparaison, si vous voulez, une méthode par comparaison pour avoir une masse relative, parce que ça n'existe pas pour des petites balances de petites masses au niveau atomique, ça n'existe pas. Donc il faut faire via des champs électriques et champs magnétiques, un système qui va nous répertorier la masse par comparaison, et ça c'est fait grâce à la technologie qui va nous créer tout ça grâce à un bombardement d'ions d'atomes préalablement ionisés. Ionisés, et grâce à ça, on peut le dévier via un champ électrique et un champ magnétique. Bon, donc, ce que je viens de dire, on va calculer donc alpha CO, le rapport alpha cobalt sur alpha carbone. Donc, ça c'est, on utilise comme référence
le 12e de la masse du carbone. Hein. C'est juste ça. Alors qu'il fut un temps, on utilisait l'hydrogène, voilà, de l'oxygène, etc., etc. Enfin, des parties, je veux dire, des parties de l'atome d'oxygène, des parties de l'atome de carbone. Ici, c'est le 12e de l'atome du carbone. Alors, ça, grâce à ça, je peux calculer alpha CO sur alpha C. Ben, ça qui fait 58,9332 divisé par 12. Voilà. Et là, j'ai bien alpha CO sur... Bon, je prends ma machine. 58,93 divisé par 12. 4,911. 4,911. Voilà. Là, c'est alpha CO sur alpha C. Alors maintenant, comment calculer? Bon, le alpha C, il est connu. Hein. Allez voir la vidéo précédente. Je calculais le alpha C. Alpha C, il était connu. Je vous ai montré comment. Pour moi, il est connu. Alpha carbone, il est connu. Alors, alpha carbone est connu. Allez voir la vidéo concernant... En tout cas, ça a à voir avec le spectrographe de Thomson. Mais vous pouvez voir qu'à un moment donné, j'ai fait un calcul. Et alpha C est connu. Donc ici, je vais l'exploiter. Donc, on trouve que alpha C vaut, si je m'en souviens bien, c'est une vidéo assez récente que je viens de faire, 0,01140. Ouais, et à un moment donné, j'avais écrit 100 zéro, je m'étais peut-être trompé, mais le calcul était bon. Hein. C'était juste un oubli. J'ai oublié le zéro ici. Voilà, j'ai pu constater dans la vidéo précédente, enfin je crois que c'est juste la précédente, qu'il manquait un zéro ici. Mais j'avais calculé avec 0,011140. Voilà. Le calcul était bon parce que je l'ai fait. Mais c'est l'écriture qui était pas bonne parce que j'avais omis ce zéro-là. Voilà, ça je tiens à le repréciser. Allez voir la vidéo précédente. Parce qu'à un moment donné, j'avais oublié ce zéro-là. Mais j'ai calculé avec 0,01140. La réponse était bonne si vous voulez. Voilà, donc ici, alpha C est connu. Donc, je peux calculer alpha du cobalt qui vaut 4,9111 fois 0,0 voilà, 1411. 114, pardon. 0,114. Ouais. Je me rappelle, c'était ça. Parce que la vidéo est assez récente, donc j'ai couru le nombre en tête. Enfin bref. 4,9. Ouais, je confondais avec le 11 ici. C'est pour ça que j'ai mis une panoplie de 1 ici. C'est ça. Alors, on va mélanger les chiffres avec tous des 1. Voilà, on s'y perd. Enfin bref. Ici, on va marquer 1, 111 fois 0,114. Voilà, ce qui va donner 0,055 98 65 40. Bon, je vais quand même aller loin en décimale pour avoir quelque chose de très précis, le plus précis possible. Ben bon, on n'est jamais précis qu'à une virgule près, enfin qu'à une décimale près. 0,55 98 65. Bon, je vais aller loin. Je vais aller loin en décimale. Voilà, j'ai tout mis. Ah, j'ai tout mis. Je travaille comme ça pour avoir la plus grande précision possible par rapport à la précision que me donne ma machine à calculer parce que c'est ma machine qui va voilà, faire en sorte que j'ai une certaine précision. Parce que si j'avais une machine avec plus de digits, là, à ce moment-là, ma précision serait plus grande. Mais là, bon, j'arrive à une précision qui est celle-là, c'est déjà bien. Donc ici, on a l'alpha du cobalt. Donc, grâce à ça, ayant l'alpha du cobalt, qu'est-ce que je peux trouver? Ben, je peux trouver le Y du cobalt, puisque je connais maintenant mon alpha du cobalt. Donc l'alpha du cobalt vaut, et grâce à ça maintenant, j'aurai mon Y du spectrographe. La déviation
on va dire verticale, fournie par les plaques, plaques de déviation, des plaques, on va dire des plaques électrostatiques. Eh bien, le Y, maintenant, il n'était pas connu, mais il est connu maintenant. Grâce à tout ce calcul-là, maintenant, le calcul va me donner le Y. Donc, le Y va être connu et il va être le même. YCO, YCU2, voilà, je peux écrire quoi? Ben, je peux écrire que Y cobalt est égal à YCU2 est égal à YCU1. Voilà, je peux écrire ceci parce qu'ils ont même déviation. Et le but des spectrographes, c'est d'avoir un Y identique. Voilà, des X différents, on s'en fout, mais au moins un Y identique. Et en faisant ceci, ben, je remplace la valeur de alpha cobalt par sa valeur qui est 0,055 98 65 40. Voilà. Bon, on va calculer ceci. Il suffit de mettre ceci au carré fois ceci, et j'aurai le Y qui sera là. Et grâce à ça, je pourrais trouver alpha cuivre. Parce que je connais Y cuivre, mais l'inconnu ici sera alpha cuivre. Bien sûr, cuivre 2, hein, l'isotope 2. Alors, 00 55 98 65 40 fois 2061,9 carré. Voilà que vaut c'est 238 022 94 59. 200, je vais noter ça tout de suite. Donc, le Y, je sais pas si on voit, ouais, vaut 238 022 94 59. Voilà. Alors celui-ci, on sait bien que ça fait ceci. On sait bien que Y cuivre 2 est connu. Ça vaut ceci. La valeur, elle est là. Donc maintenant, je peux trouver alpha cuivre 2, puisque ce sera la valeur là, que je vais mettre ici, divisé par 1964,4 au carré. Ben, faisons ça tout de suite. Comme j'ai la valeur ici directement, pour trouver alpha cuivre 2, je divise par ceci, au carré bien sûr, ceci au carré. Donc je vais diviser par, entre parenthèses, 1964,4 au carré, et je retrouve alpha cuivre 2. Je vais le noter tout de suite. Donc, là, j'ai alpha cobalt. Alpha cobalt a été trouvé grâce à alpha carbone. 00 55 98 65 40. Voilà, je vais assez loin, comme j'ai expliqué. Alors, alpha cuivre 2. Je viens de le trouver. 00 6 168 2075. Voilà. Bon, maintenant, retrouvons alpha cuivre 1. Alors, alpha cuivre 1, c'est la même chose. Je vais rechercher la valeur est ici, 238 000. C'est le même Y hein, que cuivre 2 ou que Y cobalt. Donc Y cuivre 1 vaut 238 022,94 59. Je vais diviser par 1995,2 au carré pour trouver alpha cuivre 1. Je vais le faire tout de suite. Bon, 238 020 238 022,94 59 divisé par 1995,2 au carré.
Voilà. Ce qui fait 00 59 79 23 96. Je vais l'écrire. 0, bon, je vais chercher ma machine. 0,0 59 79 23 96. Voilà. Ça, ce sont les trois alpha. Alpha cobalt, alpha cuivre et alpha cuivre de l'isotope 2, alpha cuivre de l'isotope 1. Alors maintenant, pour trouver, bien sûr, si on se rappelle que alpha cobalt sur alpha cuivre, le tout x 12 me donnait l'unité de masse relative, unité de masse atomique relative, mais du cobalt. Et donc on va faire la même chose pour trouver la masse. Cette fois-ci, je vais calculer la masse du cuivre. Le cobalt, on sait bien, hein, j'ai pas besoin de le calculer puisque ça fait 58,93 32. Bien sûr, en UMA. Voilà. Donc ici, si on se rappelle de ceci, je peux trouver la masse du cuivre 2 et la masse du cuivre 1. Alors, je vais diviser. Oui, ici c'est plutôt alpha carbone, hein. Je m'excuse, c'est par rapport au deuxième de la masse de carbone. Deuxième de la masse de carbone. Donc, si on se rappelle que alpha carbone vaut 0,0114. Alors, je vais diviser celui-ci par 0,0114 et faire x12. On va faire ça tout de suite. 0,0, je ne sais pas si on voit l'écran, ok, il n'y a pas de problème. Donc je vais faire alpha cuivre 2 sur alpha carbone, et le tout x 12, parce que c'est toujours par rapport au deuxième de la masse de carbone. Diviser une fraction par le 12e, ça fait multiplier par 12. Hein. Bon, c'est pour ça que je fais x 12. Bon, 0,06 168 20 75 divisé par 0,0114, le tout x 12. J'obtiens 64, 928 50. On va marquer ça. Pour le cuivre 2, 64,92 85. Je fais la même chose avec l'autre. Donc je reprends 0,0597 923 96 divisé par 0,0114, le tout x 12. J'applique la formule ici, c'est juste ça. Et j'obtiens 62,93 64 21. Voilà. Bon, ici, il y a tout des zéros. Hein. C'est pour ça que je les ai enlevés. C'est pour ça que je m'arrête ici. Voilà. Alors maintenant, on va calculer la masse apparente. Alors, comment calculer la masse apparente? Ben ça, il faut une donnée, comme je l'ai dit. Comme il y a deux isotopes, il y en a un qui est à combien de pourcents? L'isotope le plus léger compte 69,17% du cuivre naturel. Calculer la masse atomique du cuivre. Ben, c'est ce que je vais faire. Donc, on va faire 69. Le plus léger, c'est celui-ci. Donc, on va faire 69% de 62,93 94 64 21 plus ben, de 69 à 100, il y a combien de pourcents? 70, ça qui fait 30.
70% c'est 30%. Donc 31% de 64,9285. On va calculer ceci et ça va donner la masse apparente, puisqu'on tient compte du pourcentage de l'existence de chacun des isotopes à l'état naturel par rapport à leur pourcentage d'existence. Hein. Voilà, leur pourcentage d'existence. Donc on tient compte de la masse par rapport à leur pourcentage d'existence. Je calcule ceci et normalement on va retrouver ce qu'on retrouve dans le tableau de Mendeleev, la masse en unité de masse atomique par rapport à une masse pondérée de l'existence des isotopes. Voilà. Donc on va calculer ceci. 69 fois 62,93 64 21 divisé par 100. Voilà. Le premier va me donner 43. Il intervient avec une masse, une pondération de masse de 43,428 16 13 plus, et maintenant on va faire 31%. 31 fois 64,92 85 divisé par 100, ce qui fait 20,12 783. Voilà, plus les 43,428 16 13, ce qui fait 63,55 555 si vous voulez, 99 63. Bon, ici je prends 63,56. Alors, je vais voir dans le tableau de Mendeleev. Je sais pas ce que je l'ai mis. Voilà. On va regarder le cuivre. Quelle est sa masse? 63,5460. Voilà, 63,5460. Voilà, donc ici, on y est presque. Hein. Voilà. Quelques pourcents près, bon, c'est bon. Voilà, comment on fait un calcul, je veux dire, de masse apparente. Si l'élément possède plusieurs isotopes, on calcule une masse apparente. Sinon, s'il possède qu'un seul isotope, on dit monoisotopique, on met directement sa masse dans le tableau de Mendeleev. Sinon, il faut faire un petit calcul s'il contient plusieurs isotopes, comme ceci. On calcule une masse apparente. Voilà. Et donc, l'astuce ici, c'était qu'on ne connaissait pas le Y. C'est-à-dire la déviation verticale. Voilà. Et donc, vous voyez que pour trouver une masse, c'est relatif à quelque chose. Donc ici, c'est par rapport au 12e de la masse du carbone. Parce que on n'a pas à faire une balance qui mesure une masse directe. Non, c'est par rapport à des champs électromagnétiques qui vont donner deux déviations et donner une courbure, je veux dire, mathématique qui est une parabole. Et à partir de ça, connaissant deux atomes qui ont été ionisés, j'ai deux courbes. Et à partir de ces deux courbes, pour un même Y, je sais trouver les caractéristiques, si vous voulez. Connaissant un même Y et deux X différents, je peux trouver les caractéristiques de la parabole, des paraboles. Et donc, fatalement, se cache derrière les caractéristiques de la parabole, notamment le A, y égale ax carré, qui est une parabole centrale origine. Normal, parce que je vous ai dit que ça démarre ici pour faire ceci, à l'extrême gauche. Ça, c'est grâce aux plaques, hein, c'est les plaques qui ont été faites comme ça. Et bien sûr, ici, on a une échelle. Hein. Donc, les valeurs sont reprises dans une échelle. Et ici, quand on dit 2061, ça va jusqu'à une certaine échelle. Voilà, ici on a une certaine échelle. Mais là, le X, c'est qu'il ne donnait pas la déviation en Y. Mais généralement, ça ne se passe pas comme ça parce qu'au spectro, on sait mesurer ici. C'est parce que c'est un problème qu'elle fait comme ça. On ne nous donne pas le Y, bah, c'est à nous à le chercher. Connaissant les caractéristiques ici, je peux trouver le Y facilement. C'est ce que j'ai fait. On retrouve le Y grâce à celui-ci où on connaît la masse. Hein. Au moins, on connaît la masse de celui-ci, connaissant la masse d'un élément, le cobalt. Et on sait bien qu'il est mono-isotopique, il n'y a pas de problème. Connaissant son X, sa déviation horizontale, mais je sais trouver, si vous voulez, voilà, connaissant sa masse atomique relative et sa déviation, je sais trouver, voilà, le alpha cobalt, caractéristique de la parabole alpha cobalt, où se cache, je veux dire, une notion de masse relative à l'intérieur de ce alpha cobalt.
Parce que c'est alpha cobalt sur alpha C sur 12. Hein. Voilà, pour avoir la masse, l'unité de masse atomique relative. Et grâce à ça, connaissant alpha C, puisque alpha C, alpha carbone est connu, hein, parce que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, concernant, je veux dire, une mesure de alpha carbone, et j'ai calculé l'alpha carbone, c'est un paramètre connu. Hein. Ah, une fois qu'on l'a calculé une fois, il est connu. Voilà, donc il n'y a pas besoin de le recalculer ici ou de le déterminer. De toute façon, j'ai pas de carbone ici. Donc c'est quelque chose qui doit être connu. Voilà. Et ça, l'astuce, c'est ça. C'est qu'il faut connaître. Bon, d'abord, retrouver le Y. Hein. Généralement, on ne cherche pas le Y dans les spectroscopes de masse parce qu'en fait, on le mesure, le Y. Et en plus de ça, il faut connaître le alpha C. C'est ça l'astuce ici dans cet exercice-là. C'est à l'alpha alpha C, alpha carbone, qui va nous ressortir, je veux dire, notre épingle du jeu et retrouver, si vous voulez, les masses du cuivre et du carbone. Les masses du cuivre 2 et du cuivre 1. Il va retrouver, grâce à alpha carbone, je peux retrouver la masse du cuivre 2 et la masse du cuivre 1. Et grâce à ça, calculer la masse apparente, connaissant les deux masses, en pourcentage d'existence dans la nature. Voilà, je vous remercie.